rapidement donc la première problématique de ce soir en ce qui concerne justement cette décision des autorités du Niger, nationaliser la Société des eaux. Président Matomba, on va peut-être ouvrir cette première problématique. Avec vous, le Niger décide de mettre fin à son contrat avec Veolia et nationalise sa société de distribution. On connaît la petite histoire en ce qui concerne justement lorsque l'ambassadeur avait fait cette sortie, voilà, alors que le Niger était dans ce processus de rupture avec les autorités françaises. L'ambassadeur a dit oui, mais dans ce cas, voilà, puisque l'eau même aussi est française, donc arrêtez de boire de l'eau, voilà, qui sort de cette société. Donc finalement, le Niger décide de nationaliser cette entreprise. Vous savez, il y a dans un État souverain ce qu'on appelle les instruments de souveraineté, les entreprises de souveraineté. Parmi les entreprises de souveraineté, vous avez des entreprises d'eau, vous avez des entreprises d'énergie et vous avez certaines autres entreprises que je vais peut-être éviter de citer complètement ici. Oui. Mais il faut savoir que si dans un État, quel que soit le degré, n'est-ce pas, ou alors la capacité des techniciens locaux, des ingénieurs locaux, des administrateurs locaux, il y a des instruments qu'il ne faut jamais laisser entre les mains des étrangers. Oui. Surtout lorsqu'on parle de souveraineté. Et l'eau, qui est capitale pour la vie, est un instrument majeur dont on ne saurait laisser à quiconque, même si ces derniers vous donnent tout l'or, tous les diamants du monde. Oui. Et vous avez très bien fait de rappeler, n'est-ce pas, cette sortie de l'ambassadeur qui disait oh, nationaliser donc prenez, faudrait aussi nationaliser de l'eau puisque arrêtez de boire de l'eau puisque l'eau est française. Oui. Vous savez, cette déclaration de l'ambassadeur français avait été comme une véritable provocation de plus. Lorsqu'on sait qu'aucune eau ne vient de la France pour alimenter le Niger, lorsqu'on sait qu'on n'a qu'une entreprise qui tire des gains, des bénéfices, qui gagne de l'argent entre parenthèses, disons-le ainsi, je mets bien entre parenthèses, oui, en approvisionnant les citoyens d'eau, oui, en eau potable. C'est une décision sage. Et je commence à me convaincre de plus en plus que le bruit n'est forcément pas synonyme de sagesse. Il y a des choses qui sont faites du côté du Niger. Il y a de très bonnes choses qui sont faites. Nationaliser une entreprise d'eau, c'est une chose excellente. Oui. Et on ne peut qu'apprécier les autorités dans cet aspect et les encourager donc à faire en sorte que l'eau soit disponible, effectivement, pour tous les citoyens où qu'ils se trouvent. Oui. Parce que là est l'autre challenge que je suis sûr et certaine que l'entreprise française qui, n'est-ce pas, gérait l'eau n'avait pas pu atteindre, c'est-à-dire fournir de l'eau potable à tous les citoyens nigériens où qu'ils soient. Ouais. Donc c'est une très bonne chose. Le Niger est dans un processus qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. Et féliciter, n'est-ce pas, la résilience du peuple nigérien. Et féliciter ce peuple-là qui accompagne ses autorités. Donc il faut dire que c'est un processus et je crois qu'il n'est pas encore fini, oui, dans la nationalisation, n'est-ce pas, de certaines entreprises de ce côté-là. Mais c'est une bonne chose à encourager et il faut dire donc à cet ambassadeur-là, ma foi, qui était ambassadeur, que l'eau n'est plus française au Niger. L'eau est désormais nigérienne et on verra bien si les Nigériens mourront pour autant parce que l'eau désormais s'appelle Niger.
Merci à vous, Président Matomba. Passion par Fendom, l'eau n'est plus française. Aujourd'hui, c'est le Niger lui-même qui a décidé de nationaliser son secteur d'eau. Le président Matomba le disait, un secteur quand même de souveraineté. On voit de plus en plus à travers ces différents actes que le Niger essaye de s'affranchir justement du joug néocolonial. Je pense que c'est un retour normal à l'ordre des choses. Oui. Parce que ces privatisations de ces sociétés stratégiques qui sont pour la plupart survenues pendant que le FMI et la Banque mondiale ont imposé, n'est-ce pas, ce traitement de choc que constituaient les mesures draconiennes, drastiques, n'est-ce pas, pendant les plans d'ajustement structurel. Alors, ces plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale stipulaient, par exemple, qu'un certain nombre de sociétés dont on nous disait qu'ils ne faisaient pas de bénéfices, qu'ils étaient des gouffres à sous, devaient être privatisés. Et quand je prends le cas de mon pays, le Cameroun, où nous avions une société à l'époque qui était dans la distribution de l'eau, qu'on appelait la SNEC, au moment où on privatise la SNEC fait des bénéfices. Okay. Bon, alors, c'était une autre manière pour ces aigres fins de la finance internationale néolibérale de lancer des politiques de captation de certaines entreprises stratégiques de nos États pour continuer de nous assujettir davantage. Parce que ce sont des sociétés en réalité qui produisaient des bénéfices, qui demandaient tout simplement à être mieux encadrées, à être mieux refinancées pour qu'elles puissent se déployer et répondre aux besoins d'une population croissante, n'est-ce pas, qui, en termes de variation, obligeait justement qu'on injecte de l'argent dans ce secteur pour répondre aux besoins de ces populations-là. Alors, dans le cas du Niger, bon, tout le monde sait, les gens ne le savent pas assez. Quand cet ambassadeur ose dire que l'eau est française, bon, j'ai envie de rigoler. On n'a pas fait un pipe qui part de la France pour venir assouvir les besoins en eau des populations nigériennes. Je rappelle à cet ambassadeur que la bande sahélo-sahélienne, son sous-sol est une mer d'eau douce. C'est l'une des réserves d'eau douce les plus importantes au monde, sinon la plus importante. Donc on ne peut pas aujourd'hui, même si le Niger, le fleuve lui-même, tarissait, essayer de convaincre les Africains que, bon, l'eau était française. Non, l'eau est africaine. N'est-ce pas? C'est une fois de plus pire qu'une provocation. Peut-être parce que c'est une entreprise française qui gérait. Oui, mais si une entreprise gère ton patrimoine, cela ne signifie pas que ton patrimoine le sien. Nous sommes d'accord. Bon, voilà. Donc il faut pas que les gens fassent des déplacements de mots comme ça, en galvaudant les termes pour tenter d'humilier davantage les Africains. Donc je dis que la France a bénéficié d'un plan d'ajustement structurel pour lancer des opérations de captation d'un certain nombre d'entreprises stratégiques africaines. Et le président a commencé à les citer. Il y a l'eau. Vous voyez l'importance de l'eau dans la vie d'un État. Il y a l'électricité dans l'énergie en général. Tout à fait. Ici au Cameroun, nous continuons de subir aujourd'hui cette tentative de reprise en main de l'État de ce secteur hautement stratégique occidental, surtout de transport ferroviaire. Et Zerfel, notre ami d'Allemagne, m'a le dit, il n'y a pas de possibilité rapide, n'est-ce pas, d'échange de transport si vous ne vous investissez pas dans le domaine ferroviaire. Dans un pays comme le Cameroun, ce n'est pas la France qui nous a ouvert cette opportunité, c'est depuis, n'est-ce pas, le protectorat allemand qu'on a compris que... Donc voilà. Donc on peut prendre ces trois exemples pour montrer évidemment que nous sommes dans des domaines de souveraineté qui nous ont été spoliés, confisqués par des Occidentaux et qui produisaient des marges de bénéfices assez importantes. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, le groupe Bolloré a jeté son dévolu pour le rail camerounais. Et à quel moment, il faut aussi bien voir le timing, pour voir qu'il y a eu des complicités depuis la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour déposséder le Cameroun d'un fleuron assez important de son développement, mais surtout d'une possibilité au moment où nous étions sur le point de lancer
le pipeline Tchad-Cameroun, n'est-ce pas, par Kribi, avec le transport massif, n'est-ce pas, de tout ce qui était comme instrument d'exploitation de ce pétrole tchadien, mais aussi, n'est-ce pas, dans le cadre de la construction de ce pipeline, tout ce marché a été raflé par Bolloré et avec des sommes faramineuses en termes de bénéfices qu'ils ont engrangés, alors que la société camerounaise de l'époque, qui était la régie FECAM, aurait pu, parce qu'elle aussi produisait des bénéfices, se servir de cette opportunité pour gonfler davantage, n'est-ce pas, sa manne financière et peut-être se lancer davantage dans des projets d'exploitation, n'est-ce pas, et d'extension de son réseau. Je vous rappelle que dans ce sens-là, malgré les cahiers de charges que ces sociétés occidentales tentent de nous démontrer qu'ils ont remplis, on ne voit pas souvent des développements stratégiques dans ces domaines. Si vous avez des carences en eau dans un pays comme le Niger, à un volume bien précis, Veolia n'est pas venu investir pour donner la capacité à n'est-ce pas, à toutes les populations nigériennes de pouvoir avoir de l'eau à disposition. Donc l'un des challenges de l'État nigérien aujourd'hui pour justement renvoyer une violente gifle à la prétention de cet ambassadeur, c'est non seulement maintenant qu'ils ont renationalisé cette société-là, mais aussi se lancer dans le déploiement, dans le développement de ce secteur pour mettre de l'eau potable à disposition pour l'ensemble du peuple nigérien, parce que c'est encore une aberration au niveau de notre continent, qu'un continent qui est traversé autant comme ça par des cours d'eau, nous en soyons encore incapables de fournir de l'eau potable à l'ensemble de nos concitoyens. Donc, ce n'est que justice que le Niger récupère ces secteurs très importants de sa souveraineté. Ce sont des sociétés stratégiques, mais je vais même loin. Vous savez, si maintenant que nous sommes dans des espèces de maladies qui nous tombent dessus, souvent on ne sait pas de quoi il s'agit, il y a des Ebola, il y a le Covid, il y a etc., etc. Si vous laissez l'exploitation, par exemple, de l'eau entre les mains des étrangers qui ne vous veulent pas de bien, mais on peut empoisonner cette eau-là et créer des formes de maladies que personne ne peut imaginer. Les maladies hydriques tuent encore violemment dans notre continent. Et je me souviens, à un moment donné, au Cameroun, il y a une eau qui sortait du robinet qui était jaunâtre et on avait des experts qui venaient nous expliquer que cette eau-là était une eau potable. Et les gens repartaient dans leur cahier d'école primaire pour dire, mais c'est quoi une eau potable? Est-elle incolore? Est-elle inodore? Est-elle sans saveur? Mais les gens venaient quand même avec ces cravates nous expliquer que non, cette eau-là, vraiment, c'est une eau potable. Donc, je prends cet exemple pour dire que quand vous laissez une société stratégique comme ça à la main des étrangers, tout peut arriver, comme on le voit aujourd'hui avec la fourniture à l'énergie électrique. Vous ne pouvez pas déclencher, et For You par exemple, Africa TV, si For You ne s'était pas saigné pour se doter d'un puissant, n'est-ce pas, groupe électrogène, je dis, plus de la moitié des émissions que les téléspectateurs voyaient au quotidien, ils étaient dans la capacité de les voir. Comment peut-on développer un pays alors qu'un secteur aussi important comme ça ne mérite pas toute l'attention de l'État et surtout l'État ne décide pas de renationaliser ce secteur et d'injecter de l'argent pour une politique d'indépendance énergétique, c'est-à-dire que gage premier pour toute tentative d'industrialisation mais surtout de développement vraiment important dans le cas de ce pays-là. J'ai pris cet exemple de votre chaîne, mais imaginez les conséquences à la chaîne dans d'autres secteurs de production nationale. Vous voyez bien que nous avons vraiment le collet au cou. Ce n'est pas pour vous couper, puisque de toutes les façons on sort de cette thématique, simplement pour rappeler d'ailleurs, puisqu'on parle de souveraineté et des conséquences. On a vu du côté de l'Afrique du Sud, je pense que la situation s'est quand même un peu calmée, mais on a vu beaucoup de manifestations justement là-bas, en parlant, si on parle seulement du secteur de l'électricité, on voit que souvent cela est cause
de révolte ou révolution, justement révolte populaire, et qui peut entraîner la chute de certains régimes, voilà, la chute de certains pouvoirs. Et d'ailleurs, certains analystes estiment que ce sont aussi là, justement, des moyens pour ces États occidentaux de secouer un peu pour faire tomber certains régimes qui ne voudraient pas supplier. Nous sommes en train de sortir cette première thématique, oui, peut-être un mot. Je voudrais ajouter quelque chose, Madame Siké. Oui. Vous savez, le véritable défaut que nous avons dans nos différents pays africains, c'est que nous n'avons pas des leaders qui ont une véritable vision de ce qu'ils veulent du pays et de ce que les citoyens doivent devenir. C'est pour cette raison que j'ai l'habitude de dire qu'il faut urgemment que nous pensions, n'est-ce pas, à la refondation de nos différents systèmes éducatifs pour définir le profil d'homme d'abord dans un premier temps que nous voulons avoir pour notre société et ensuite non adapter les différents systèmes éducatifs. Vous savez, lorsque je le dis, la construction d'un pays dépend de plusieurs secteurs. Et en homme politique, on devrait y penser d'abord, avant d'aller au pouvoir, avant d'aller vers la quête au pouvoir. Dans le secteur des eaux, qu'est-ce qu'on compte faire? Dans le secteur de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout que pratiquement tous les secteurs sont complémentaires. Tout à fait. Et lorsqu'on a pu définir cela, on se dit, bon, comment faisons-nous pour atteindre l'objectif X ou l'objectif Y? Et c'est ce qui va nous permettre, Madame Siké, parce que le véritable danger que nous avons et que nous affrontons au quotidien, c'est lorsqu'on vient nous dire que ce que vous voulez faire là, vous n'avez pas les moyens, mais nous sommes prêts, disposés à vous accompagner pour réaliser vos projets. La vérité, c'est qu'à partir du moment où on vous dit qu'on est prêt à vous accompagner pour réaliser ces projets, ça veut dire qu'on vous a tendu, non pas une perche, mais un piège. Parce qu'il y a un mot qui revient et qui a été et qui est aujourd'hui à l'origine de la destruction de la plupart de nos entreprises publiques qui étaient hier encore des entreprises de souveraineté, qui étaient encore hier des entreprises qui tenaient l'économie et qui permettaient aux citoyens, n'est-ce pas, de jouir ou alors d'usufruire du fruit, je vais appeler ça du gâteau national, le partage du gâteau national. C'est le plan d'ajustement structurel. Vous voyez, quand on vient vous dire non, par rapport à votre rizière, bon, allons, rizière, on ne vous apporte pas souvent l'argent pour ce genre de projet. On vous dit par rapport à tel projet de route ou tel projet de ceci, nous sommes prêts à vous accompagner à hauteur de tel nombre de milliards. Oui. On vous dit parfois pour vous flatter, les 2 premières années, vous n'avez pas besoin de payer, voire les 5 premières années. Et vous dites, ah tiens, mais c'est une dette qui, ma foi, va nous permettre de réaliser certaines choses. Sauf qu'on ne vous dit pas que c'est une dette qui va contribuer à détruire votre économie. Parce que là encore, on manque le coaching à quel niveau? Parce que parfois, on se dit qu'on est obligé de nous endetter, pourtant non. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas pensé stratégiquement le développement de nos États que nous nous retrouvons donc face à des situations qui nous obligent à aller vers l'endettement. Et lorsque nous arrivons donc, nous nous endettons, ben, nos créanciers, ils savent où nous tendre les pièges. Bon, donnons-leur, et on vous rappelle, hein, votre note est encore très bonne, vraiment, votre endettement est très bas, vous pouvez aller jusqu'à tel montant, vous pouvez aller jusqu'à tel niveau de votre PIB. Mais attention, lorsqu'ils viennent récupérer l'argent que nous n'avons pas, parce qu'en réalité, nous nous sommes endettés, mais ce sont leurs entreprises qui ont profité de cet endettement. La curiosité, c'est que on vous finance. Entre parenthèses, on vous dit on vous a donné 200 milliards pour réaliser les projets de route. Il y a des appels d'offres qui sont lancés. Ce sont des entreprises, des Occidentaux qui gagnent les marchés. Ces 200 milliards, parfois, on vous fait une sorte de schéma qui fait en sorte que vous croyez que l'argent a transité par vos comptes, atterrit directement dans les comptes des entreprises qui doivent réaliser les routes, mais vous êtes endetté, vous devez payer. Lorsque le moment de la paie arrive,
les infrastructures ou alors l'investissement n'a pas servi à être des investissements qui devaient vous permettre de rembourser la dette. Qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, bon, vous n'avez pas d'argent, vous avez des sociétés qui ne vous servent à rien, qui sont des gouffres à sous, vous ne pouvez plus les entretenir, il faut les privatiser. Et lorsqu'on vous dit de les privatiser, on a déjà le privatiseur, on a déjà l'acquéreur, si vous voulez, si je vais appeler cela ainsi. On a déjà 2 ou 3 noms des entreprises qui vont privatiser ces entreprises. C'est comme ça que la plupart de nos pays se sont retrouvés en train de perdre la souveraineté en eau. Oui. Des entreprises d'eau, des entreprises d'énergie, des entreprises de transport et bien d'autres. On est allé jusqu'à nous dire quelquefois que non, vous n'avez pas la capacité d'avoir des avions dans une société de transport, donc il faut encore privatiser. Et qu'est-ce qui s'est donc passé depuis que nous avons connu ces privatisations après le plan d'ajustement structurel? D'accord, on a privatisé pas mal d'entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que ces entreprises, pour la plupart, ont été détruites de l'intérieur. Donc, nous n'avons que eu le choix, ou alors de choisir maintenant la collaboration forcée avec ceux qui disent nous apporter de l'expertise ou alors ceux qui disent nous apporter de l'aide. Pourtant, une aide n'est qu'utile lorsqu'elle nous sert de nous passer de l'aide. Une aide n'est qu'utile lorsqu'elle nous sert, elle nous permet de ne plus avoir besoin de l'aide. Oui. Donc, vous comprenez que ce qui se passe aujourd'hui dans ce processus de nationalisation de la Société des eaux au Niger n'est qu'une bonne chose après que ce pays soit passé par pas mal de difficultés que vous pouvez imaginer. Mais comme je l'ai dit tantôt, le plus important n'est pas de nationaliser. C'est de nous assurer que l'eau arrive partout où les citoyens se trouvent. Ça, c'est le plus important. Distribuer l'eau à tous les citoyens. Parce que je suis sûr d'une chose, les citoyens n'ont pas peur de payer. D'ailleurs, ils le font. S'ils le font aux étrangers, combien de fois, lorsque ces argents doivent entrer dans les caisses, n'est-ce pas, de l'État? Donc, c'était important de le dire, Madame Siké. Oui. Ne tombons plus dans le piège de l'endettement à outrance, parce que les créanciers, ils ont toujours derrière, avant même de vous donner, avant même de vous donner, de vous prêter, avant de vous donner de l'argent, ils savent déjà ce qu'ils calculent. Et si vous tombez donc dans le piège, vous verrez que nous serons toujours en retard parce que nous ne savons pas, parfois, quelquefois, pourquoi même nous devons aller jusqu'à cet endettement à outrance. Merci à vous, Président Matomba.